Bienvenue, vous écoutez Myostésie, les articles de Thierry Tournebise, un podcast proposé par Podcastor. Dans cette série, nous explorons la myostésie, qui est une posture d'écoute psychothérapeutique basée sur la pertinence. La transposition de l'écrit à l'oral peut nécessiter des différences avec le texte d'origine, de manière à garder une écoute agréable et fluide, sans cependant dévoyer le propos. Les articles, leurs renvois et bibliographies sont disponibles sur le site de Thierry Tournebise, www.myostésie.com. Dans cet épisode, je vous propose la lecture de l'article portant sur l'assertivité. Il a été écrit le 12 septembre 2001. Assertivité, l'affirmation de soi dans le respect d'autrui. Que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie personnelle, mieux comprendre ce qui fonde affirmation de soi, mieux-être, confort et efficacité, plutôt que stress, perte de temps ou conflit. Commençons avec un petit historique et la définition du mot. Assertivité est un mot qui nous vient de l'anglais assertiveness. Il a été créé dans la première partie du XXe siècle par un psychologue new-yorkais du nom d'Andrew Salter. Plus récemment, Joseph Volpe, psychiatre et professeur de médecine américain, en donne cette définition. Expression libre de toute émotion vis-à-vis d'un tiers, à l'exception de l'anxiété. L'assertivité est définie comme une attitude dans laquelle on est capable de s'affirmer tout en respectant autrui. Il y s'agit de se respecter soi-même en s'exprimant directement, sans détour, mais avec considération. Cela conduit à diminuer le stress personnel, à ne pas en induire chez autrui et à augmenter l'efficacité dans la plupart des situations d'entretien. Cette attitude est certes importante dans toutes les situations de la vie, mais elle l'est particulièrement dans toutes les situations d'entretien professionnel et notamment dans le management, domaine où elle est trop souvent ignorée. Nous trouvons 4 attitudes qui définissent un grand nombre de comportements humains. Les 3 premières attitudes, la fuite, la manipulation et l'agressivité, sont beaucoup moins performantes que la 4e, l'assertivité. Elles ont tendance à s'exprimer de façon réflexe dans les situations difficiles. Elles sont génératrices de tension, de défense, d'incompréhension et de perte de temps. L'assertivité, quant à elle, au contraire, définit parfaitement une grande qualité de la communication dans laquelle on se respecte soi-même autant que l'on respecte l'autre. Elle s'exprime de façon sensible et réfléchie. Elle permet des actions adaptées aux situations. Ceci est important dans toutes les circonstances de l'existence, personnelle et professionnelle. Le leurre de la maîtrise de soi. Se maîtriser est à la mode. Pour beaucoup de monde, avoir un pouvoir sur soi semble une situation enviable. Cela permettrait à chacun de se délivrer de tous ses défauts qui entravent la réussite. Libre de l'émotionnel, libre des peurs, des phobies, des inhibitions, etc. Mais l'idée de maîtrise de soi part sur de mauvaises bases. Nous avons appris à nous méfier de ceux qui prônent des idées de pouvoir sur l'autre. Nous avons hélas moins de discernement vis-à-vis de ceux qui prônent des idées de pouvoir sur soi. Rechercher le pouvoir sur autrui est suspect. Rechercher le pouvoir sur soi l'est tout autant. Même sur soi, le pouvoir est une démarche maladroite, voire néfaste. Le pouvoir sur soi conduit à une négation de soi. Ce serait comme une amputation de soi que de vouloir remplacer ce soi que l'on n'aime pas par autre chose. D'autant que ça ne permettrait pas une authentique assurance. L'assertivité est fondée sur l'affirmation de soi et non sur la maîtrise de soi. L'affirmation de soi n'est en aucun cas un pouvoir sur soi. L'affirmation de soi, c'est l'accueil de soi. Et l'accueil de soi, c'est l'accueil de celui que l'on est, de tout ce qu'on a été depuis qu'on existe, et de tous ceux dont on est issu. L'affirmation de soi, c'est donc aussi un respect de soi, où il y a aussi respect d'autrui. Une démarche un peu inhabituelle qui mérite quelques explications afin d'en cerner les nuances et les avantages. Le non-verbal, certificat d'authenticité.
Lorsque nous échangeons des propos, l'information qui passe de nous à l'autre et de l'autre à nous est constituée de verbal et de non-verbal. Ce qu'on entend par verbal, ce sont les mots, la sémantique. Et le non-verbal regroupe les attitudes gestuelles, intonations de la voix et autres manifestations corporelles. Ce qui est étonnant, c'est que la plus grande partie de l'information échangée est surtout non-verbale. Il paraît même que ce non-verbal représente au moins 90% de l'information. Si l'on peut apprendre à formuler de meilleures phrases, c'est beaucoup moins facile de modifier son non-verbal. En effet, le non-verbal est manifesté par la moindre fluctuation de notre intonation, de notre respiration, par le moindre rictus ou la plus infime modification du regard. Cela va même jusqu'à la moindre modification de notre rythme cardiaque, de la couleur de notre peau, du diamètre de nos pupilles, de nos odeurs corporelles, etc. Nous atteignons là la limite d'un réel pouvoir sur soi, car le non-verbal est plus généré par ce que l'on pense vraiment que par la volonté. Ce non-verbal signe donc l'authenticité de nos propos. Quand verbal et non-verbal sont en harmonie, on dit qu'il y a congruence. Quand il n'y a pas vraiment congruence, même si l'interlocuteur s'y laisse prendre, il peut vivre la situation comme une forme de manipulation. Il se sentira alors rempli de doutes, d'incertitudes, voire d'amertume. Si ce manque de congruence peut fonctionner avec des gens qu'on ne reverra plus, il faut savoir que ça demande néanmoins une dépense d'énergie importante et que ça laisse une image déplorable. Chez les personnes que l'on revoit régulièrement, une telle attitude va même profondément nuire à la motivation, à la confiance, à l'implication de chacun et à la qualité de la communication. Et quand il s'agit du monde professionnel, la qualité du travail s'en trouvera fortement affectée malgré une dépense d'énergie démesurée. Nous avons là une des principales sources de stress. Tout cadre, directeur ou responsable des ressources humaines se doit de bien connaître ce phénomène. Le non-verbal signe donc la qualité de nos échanges. Il est directement lié à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent, et ne peut totalement être feint. Il est lié à la qualité de la communication qu'on a avec autrui et avec soi-même. S'il est habituel aujourd'hui de parler de communication, il est plus rare de savoir préciser de quoi il s'agit vraiment. Quant à parler de communication avec soi-même, cela peut même sembler saugrenu. Heureusement, nous commençons à nous rendre compte que nous avons trop souvent confondu communication avec pouvoir et manipulation. En finir avec la fausse communication. C'est de bon ton de parler de communication. Utilisé pour tout et pour rien, ce mot devient commun au point de s'être un peu vidé de sa substance. Pour qu'un échange entre deux personnes mérite le label communication, il doit pourtant répondre à certains critères précis. L'assertivité, mot beaucoup moins galvaudé, définit parfaitement un état dans lequel on est communicant. Pour comprendre ce que signifie être communicant, nous devons différencier la communication et la relation. Être communicant, c'est d'abord être ouvert, alors qu'être relationnel, c'est être relié, attaché, dépendant. Ce sont deux attitudes fondamentalement différentes. La relation est fréquente, puisque c'est le minimum incontournable de tout échange, volontaire ou non. La communication, elle, est plus rare, car elle suppose une conscience et une humanisation des échanges qui malheureusement n'a rien de spontané. Être communicant, c'est sortir des réflexes quasi animaux pour entrer dans une dimension humanisée. Quand nous utilisons notre intellect de la même manière qu'un animal utilise ses griffes et ses crocs pour se défendre ou pour attraper une proie, il y a juste changement d'outil. L'attitude, elle, reste animale. Et quand on passe de la relation à la communication, alors il y a réel passage d'un comportement animal à un comportement humain. Vont suivre quelques critères dans un listage comparatif entre la communication et la relation. Dans les deux cas, l'information va bien d'un point à un autre, mais elle ne circule pas de la même façon et ne produit pas le même effet.
On ne peut pas parler d'assertivité si on n'a pas clairement différencié la relation de la communication. Par exemple, si l'on est en relation, nous sommes reliés, alors qu'en étant communicant, nous sommes ouverts. En relation, nous sommes attachés. Communicant, nous sommes libres. Relationnel, nous ressentons de l'affectivité. Communicant, de la chaleur humaine. Relationnel, nous ressentons de l'émotivité. Communicant, de la sensibilité. Relationnel, nous ressentons de la manipulation, même involontaire. Communicant, nous ressentons de la considération. Relationnel, nous avons un rapport conflictuel. Communicant, un rapport constructif. Dans la relation, nous avons de l'intérêt pour quelque chose. En étant communicant, nous avons de l'attention pour quelqu'un. En relation, l'information compte plus que l'individu. En communication, l'individu compte plus que l'information. Relationnel, nous imposons un point de vue, essayons de convaincre. Communicant, nous proposons, partageons une différence de point de vue. Relationnel, l'information est subie par le récepteur. Communicant, l'information est accueillie par le récepteur. Relationnel, l'un gagne au détriment de l'autre. Communicant, les deux interlocuteurs sont gagnants. Relationnel, nous sommes en réaction, involontaire, inadaptée. Nous développons des stratégies intellectuelles manipulatrices. Et en étant communicant, nos actions sont réfléchies et adaptées. Voilà, on notera que lorsqu'on dit « j'ai des relations », on parle plus des gens dont on peut se servir que de ceux vis-à-vis desquels on a une ouverture d'esprit. Pour plus de détails, je vous invite à lire le dossier « Communication » de ce site ou l'ouvrage « L'écoute thérapeutique ». Différencier le quelqu'un du quelque chose. Plus le quelque chose est important, information, projet, et plus on souhaite atteindre son objectif, plus il est nécessaire pour y parvenir de considérer le quelqu'un plus que le quelque chose. C'est-à-dire avoir plus de considération pour l'individu, l'autre et soi-même, que pour le propos, ce que l'on échange. Cela peut sembler paradoxal de lâcher un peu quelque chose pour mieux l'obtenir, mais il en est ainsi. Le respect d'autrui ne peut être que naturel. S'il est forcé, il n'y a pas respect de l'autre, mais manipulation, même avec de bonnes intentions. Rappelons-nous que, dans le meilleur des cas, le non-verbal ne se contrôle que partiellement. De plus, dans un tel contrôle, on ne se respecterait pas soi-même, car on y refoulerait son ressenti. Pour mieux respecter l'autre, plutôt que de tenter de se forcer, mieux vaut augmenter sa sensibilité à la réalité. Alors le non-verbal s'ajustera automatiquement. Nous sommes d'autant plus touchés par les circonstances que nous ne percevons pas la réalité de ce qui se passe. Le mot respect, d'ailleurs, vient du latin respectus, qui veut dire regarder en arrière, porter attention, regarder avec égard. Au premier regard, souvent, nous sommes surtout scotchés à l'apparence immédiate du propos. Au deuxième regard, nous pouvons tenter de nous ouvrir à l'individu et à ce qui motive son attitude ou son discours qui se trouve souvent hors de la circonstance présente. Alors qu'au premier passage, l'intérêt que nous portons au quelque chose nous égare et nous porte à réagir, au deuxième passage, l'attention que nous portons au quelqu'un nous sensibilise à sa raison. Avec un peu de sensibilité, nous découvrons alors que sa raison est tout autre que ce que nous croyions. Rappel, la raison, le fondement, c'est l'origine de son propos. C'est ce qui s'appelle voir en 4 dimensions, les 3 dimensions de l'espace et celle du temps. En effet, un individu n'est pas seulement ce qu'il nous montre, il est aussi tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a été auparavant. Ce que nous considérons trop souvent comme une attaque personnelle n'est en fait qu'une tentative, consciente ou inconsciente, de l'autre pour exprimer ce qu'il ressent. Par exemple, quand quelqu'un vous agresse vous faisant un reproche, il ne fait que vous parler de ses craintes ou de son inconfort.
En lui donnant l'opportunité de les préciser et d'être entendu, vous pouvez désamorcer les bombes relationnelles. Le secret, pour un authentique respect d'autrui, est de comprendre que l'autre a une raison et de l'aider à l'exprimer. Cependant, cela ne doit pas s'opérer au détriment du respect de soi. Le respect de soi-même est autant important que le respect de l'autre. L'assertivité décrit une attitude où les deux sont présents, sans que l'un le soit au détriment de l'autre. Se respecter, c'est aussi se regarder en 4 dimensions. Au premier regard, nous ne voyons que l'apparence de notre comportement immédiat ou de notre réaction. Au deuxième regard, nous cernons mieux, dans le temps, le fondement, la raison, l'origine de ce comportement. Alors plutôt que de le maîtriser ou de le refouler, nous pouvons mieux l'entendre et l'apaiser. Ce respect de soi n'est ni plus ni moins qu'une meilleure capacité à communiquer avec soi-même. Il ne s'agit pas là d'un monologue pour malade mental, mais au contraire d'une rencontre avec ce qu'il y a de précieux en soi et d'une validation authentique de ses richesses. Cela permet d'assurer ses bases dans une réelle affirmation de soi. Quand quelqu'un nous demande quelque chose que nous ne souhaitons pas lui donner, comme par exemple de lui prêter un de nos livres dont nous avons besoin, le respect peut sembler être de le satisfaire à notre détriment. Mais dans ce cas, on ne se respecte pas soi-même. Si au contraire on lui oppose un refus sans l'écouter, c'est lui qu'on ne respecte pas. L'important, dans un premier temps, n'est pas de savoir ce qu'on va décider, mais de l'écouter lui et de s'écouter soi, dans un esprit réellement communicant. Par exemple, nous pouvons l'aider à exprimer ce qui motive sa demande et le valider, voir les 5 points de validation de la communication sur le site. Il nous explique alors qu'il voudrait que nous lui prêtions notre livre, car ça lui ferait plaisir de pouvoir le commencer rapidement, et aussi qu'il n'a pas trop le courage d'aller l'acheter. Il nous expliquera d'autant mieux cela sans détour que nous serons capables de l'entendre sans réagir négativement. Nous devons pouvoir valider ses raisons et lui manifester que, compte tenu de cela, nous comprenons en quoi ce serait mieux pour lui que nous le lui prêtions. Mais aussitôt, si cela reste pertinent compte tenu de ses raisons, nous lui affirmons que, de notre côté, cela nous pose un problème car nous avons besoin de cet ouvrage. Nous sommes désolés de ne pouvoir lui donner la commodité qu'il sollicite. Autant il est important d'être généreux, autant il faut savoir se respecter soi-même, sinon on court le risque de se retrouver rapidement exsangue. C'est l'aptitude à dire non tout en restant ouvert à l'autre, c'est-à-dire tout en restant communicant. Trop souvent, comme nous n'osons pas dire non, nous préférons intuitivement reprocher à l'autre de nous avoir fait une telle demande. Pour la délicatesse, c'est loupé. Même si nous ne sommes plus le méchant qui dit non, c'est l'autre qui devient stupide d'avoir posé sa demande. Naturellement, c'est pire. D'un autre côté, ce respect de soi-même ne doit pas motiver de ne rien accorder à autrui. On deviendrait alors un monstre d'égoïsme sous couvert d'un faux respect de soi qui n'est qu'un protectionnisme nous faisant manquer la vie. Pour trouver un équilibre convenable, il est souhaitable d'être capable de s'ouvrir avant d'expliquer quoi que ce soit. Puis ensuite d'oser dire ce qu'on a à dire. Nous allons examiner ces 2 éléments d'un échange dans l'assertivité. S'ouvrir avant d'expliquer. Quand vous souhaitez sortir d'une pièce, vous respectez intuitivement un excellent protocole qui consiste d'abord à ouvrir la porte et ensuite à sortir. Il ne vous viendrait pas à l'idée de faire l'inverse, c'est-à-dire d'essayer de sortir avant d'ouvrir la porte. Quand nous sommes communicants, nous respectons aussi ce protocole. D'abord, j'ouvre mon esprit, ensuite, je peux faire sortir des informations de moi vers l'autre. Dans le monde relationnel, la tendance est d'essayer de forcer l'autre à s'ouvrir à nous sans nous être ouverts à lui. Nous nous plaindrons ensuite de son manque d'ouverture car il aura tendance à ne pas nous entendre. Nous trouvons cela fréquemment dans les services d'accueil où, quand on ne peut satisfaire la demande d'un client, on lui explique directement cette impossibilité, sans entendre le problème que ça lui pose.
Ou encore dans les services de soins, quand un patient refuse un traitement, une toilette, sa nourriture ou autre, et qu'on lui explique ce qu'il doit faire, mais sans entendre sa raison propre. À ce sujet, il y a le chapitre Douceur et violence ordinaire dans l'article de mai 2001 des personnes âgées. Une des bases fondamentales de la communication et de l'assertivité est de ne pas avoir peur de s'ouvrir à ce que l'autre a à dire, car quoi qu'il dise, nous savons qu'il a une raison, et nous n'avons pas peur de l'entendre. Nous cessons alors de nous comporter comme un animal menacé par un prédateur, les oreilles aux aguets, prêt à mordre au moindre danger, voire même sans qu'il y ait danger, comme ces chiens qui aboient dès qu'on passe près de la barrière de leur maison. L'assertivité, c'est humaniser ses comportements et se détendre un peu, tout en permettant ainsi à son entourage de se détendre aussi, car notre entourage également réagit trop souvent comme s'il était menacé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas entourés par un environnement communicant. Raison de plus pour adopter un comportement plus performant qui apaisera les situations et désamorcera les mines posées ça et là dans les conversations. Cependant, cela ne doit jamais nous empêcher d'exprimer ce que nous avons à dire sans détour, car le respect d'autrui ne doit pas s'exercer au détriment du respect qu'on s'accorde à soi-même. D'ailleurs, l'efficacité de notre façon de gérer les situations qui se présentent en dépend. L'assertivité n'est surtout pas une attitude dans laquelle on accepte tout sans rien dire. Celui qui fait tout pour les autres mais ne veut rien pour lui, celui qui accepte tout sans jamais rien dire, n'est pas dans l'assertivité, mais dans la négation de soi. Dans la négation de soi, même si on est généreux, on reste absent et inefficace. L'autre se plaindra de notre inexistence et les situations seront tendues et embrouillées. Donc, s'affirmer et oser dire est très important pour la qualité des échanges. Oser dire est aussi important que de savoir entendre. Même si savoir entendre doit toujours précéder oser dire. Même quand il est nécessaire de s'exprimer sans auparavant permettre à notre interlocuteur de donner le fondement de son attitude ou de son propos, il y aura néanmoins toujours un état d'esprit ouvert dans lequel on accorde à l'autre qu'il a une raison. Cela modifiera favorablement notre non-verbal et évitera les réactions intempestives de celui à qui on s'adresse. Oser dire est trop rare. Alors, sous prétexte de ménager l'autre, nous n'avons en fait que trop peur de sa réaction, ou trop honte de nous affirmer. C'est plus cette peur qu'un souci de délicatesse qui nous anime quand nous n'osons pas dire. Alors, par cette pseudo-délicatesse, nous taisons ce que nous aurions souhaité exprimer. Puis nous adoptons involontairement une attitude frustrée ou un peu coléreuse. Ce reproche non-verbal conduira l'autre à réagir. Lui-même n'osant pas dire, les échanges vont devenir complexes, tendus et stressants. Dans le meilleur des cas, ils seront stériles, dans le pire des cas, ils seront destructeurs. Oser dire peut paraître simple, mais en fait, il nous arrive souvent, lors d'un mécontentement, de nous taire avec une personne, puis de ruminer, pour ensuite nous plaindre à une autre de ce qui vient de se passer. Les ragots, les cancans et les radios-couloirs sont généreusement alimentés par ce genre de verbiage qui n'est plus une expression de soi, mais seulement une situation dans laquelle on tente de se soulager. J'oserais même dire se soulager comme si on allait aux toilettes pour y déverser ce qu'on n'a pas digéré. Prenant ainsi notre interlocuteur pour un déversoir, et je choisis là un terme pudique, nous ne faisons que l'encombrer, pour ne pas dire le souiller, et générons ainsi toute une succession de tensions. Car suite à l'échange avec nous, ce dernier fera pareil avec un autre. Oser dire, c'est, sans attendre, exprimer ce qu'on ressent, ce qui nous semble important, ou ce qui doit être dit. Si par exemple, quelqu'un nous dit « Tu viens au cinéma voir ce film ?» alors que ce film ne nous intéresse pas, nous lui dirons simplement « Tu sais, ça ne me dit pas trop », plutôt que de lui lancer d'un air faussement délicat « Tu es sûr que ce film vaut le coup ?» comme si nous voulions lui éviter un mauvais spectacle.
Si nous sommes avec quelqu'un en voiture et qu'il se gare sans fermer sa portière, alors que nous avons notre sac dans son coffre, nous lui dirons simplement « Je serai plus tranquille si tu fermes tes portières », plutôt que de jouer le donneur de conseils faussement délicat, du genre « Tu es sûr que c'est prudent de ne pas fermer ta voiture ?» Dans le travail, si un collaborateur passe trop de temps à la pause café, nous lui dirons simplement « Tu sais, ton absence prolongée pose des problèmes », plutôt que de sous-entendre d'un air faussement humoristique « Bah alors, il était bon ce café ?» Dans un hôpital, une infirmière approchant d'un patient à qui elle doit faire une piqûre lui dit simplement « Je vais vous faire votre piqûre » et non une phrase du genre « On va faire une petite piqûre ». Face à un patient lui demandant « Dites-moi ce que j'ai », un médecin annoncera directement le diagnostic plutôt que d'utiliser des paraphrases, des mots techniques incompréhensibles ou pire encore, des mots inadaptés du genre grosseur ou kyste pour cancer. Nous trouvons souvent cela dans l'annonce de pathologies graves, où le médecin argumente son attitude en disant qu'il faut protéger le malade. En vérité, c'est surtout le médecin qui se protège lui-même de la réaction du patient, car il ne saurait pas quoi en faire. D'autres, croyant avoir compris cela, annoncent au contraire le diagnostic brutalement et sans aucun accompagnement. Je pense par exemple à cette patiente accidentée dont le médecin se met à distance au pied du lit et lui annonce « Eh bien mon petit, pour vos jambes, c'est foutu !» pour lui dire qu'elle est dorénavant paraplégique. Puis il s'en va. Et c'est évidemment abominable. Dire directement, c'est bien, mais encore faut-il le faire avec humanité, et ne pas s'esquiver au moment où il faut gérer le retour de ce qu'on vient de dire. En aucun cas, être dans l'assertivité ne doit signifier lancer dans la figure de l'autre ce qu'on a à lui dire, et ensuite qu'il se débrouille. Dire et surtout gérer le retour. Dans l'assertivité, on ose dire, mais aussi on sait rester présent pour entendre et pour gérer, si nécessaire, le retour que l'autre nous adresse. Là encore, nous n'avons pas peur de ce retour, car nous savons que l'autre a sa raison, et nous n'avons pas peur de l'entendre. L'affirmation de soi dans laquelle nous sommes ne nous fait pas craindre de nous y ouvrir. Nous le ferons d'autant mieux que nous ne nous mettrons pas à sa place. À ce sujet, l'article de novembre 2000, Les pièges de l'empathie. Par contre, nous serons prêts à entendre ce qu'il vit, pense ou ressent à la place où il se trouve. Cette ouverture est beaucoup plus efficace et tranquille que tout l'imaginaire que nous pouvons mettre en jeu. Quand nous nous mettons à la place de l'autre, nous cessons aussitôt de le comprendre pour n'avoir plus accès qu'à notre propre imaginaire. Dans les exemples précédents, si pour le cinéma, notre ami nous dit en retour qu'il aurait aimé aller voir ce film avec nous, nous pourrons l'aider à exprimer ce qui, pour lui, motive ce souhait. Nous devons savoir faire cela, même si nous savons que nous n'irons pas. Ce n'est pas parce qu'on ne peut accorder quelque chose qu'il ne faut pas permettre à l'autre d'en avoir le désir. Si pour le cas de la voiture restée ouverte, l'ami nous dit « Oui, mais en la fermant, je crains que pour l'ouvrir, un voleur ne brise la vitre et que ce soit pire. » Nous saurons valider cela et trouverons une autre solution, ou lui. De toute façon, nous saurons respecter sa crainte sans pour autant nier la nôtre. Si pour la pause café, le collaborateur nous retourne « Oui, mais si je ne m'arrête pas quelques minutes, de temps en temps je pète un câble, j'en ai marre de ce boulot. » Certes, il a la réaction que nous aurions aimé éviter. Ne rien dire ne pouvait convenir, et dire risquait d'engendrer cela. Mais justement, nous ne devrions pas craindre une telle réaction. Elle est seulement l'opportunité de mettre à plat une situation tendue et refoulée chez le collaborateur. Ce dernier doit certainement ruminer et refouler depuis un moment, et se sentir enfin compris ne peut que l'apaiser, même si on ne peut changer sa situation. Pour plus de détails sur ce point, lire l'article de janvier 2001, La bonne distance dans le management. Pour l'infirmière qui fait la piqûre, si le patient rétorque « J'ai peur des piqûres », l'infirmière ne sera pas gênée pour lui demander « Qu'est-ce qui vous fait peur dans les piqûres ?» Le non-verbal sera correct si l'infirmière accorde au patient qu'il a une raison d'avoir peur.
Ce dernier se sentira d'autant plus rassuré que sa raison sera entendue et validée, même s'il doit quand même subir la piqûre. Il ne sera pas du tout rassuré si celle-ci dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite, vous ne sentirez rien ». Même si l'infirmière dit vrai, elle vient de nier l'autre et de le mettre en situation d'inexistence. Cela sera néfaste pour la suite des soins. Pour le médecin, devant annoncer une pathologie lourde, s'il voit face à lui son patient s'effondrer sans rien dire ou au contraire exploser en larmes, il saura l'aider à préciser son ressenti, ses peurs, ses angoisses, son effondrement. Cela suppose que le médecin est capable de l'accompagner. S'il ne l'est pas, car ce n'est pas ce métier qu'il a appris, il peut faire appel à la collaboration d'un psy à qui il déléguera la suite. Pour mieux comprendre ce qu'est l'aide, vous pouvez lire sur le site myesthesie.com le dossier psychothérapie. Donc, ce qui est important, c'est d'oser dire, mais tout en étant capable d'accueillir le retour que l'autre nous adresse et de l'accompagner si nécessaire. Cela peut sembler prendre du temps et on n'a pas que ça à faire. Certes, si on a l'impression que ça prend du temps, je comprends une telle réticence, mais en réalité, ne pas faire ainsi prend beaucoup plus de temps. À force de ne pas dire vraiment, de nier ce que l'autre exprime, même pour le rassurer, de ne pas entendre, nous ne faisons que fonctionner tous sur notre imaginaire sans entendre personne. Cela génère de multiples malentendus, du stress et d'innombrables fuites d'énergie. Des échanges sans gaspillage d'énergie. Faire semblant consomme beaucoup d'énergie. Cela nous épuise. Nous allons rapidement nous en plaindre. Ce mécanisme étant contagieux, il va s'étendre à notre environnement. Tout cela engendre la fuite d'une phénoménale quantité d'énergie et un grand gaspillage de temps. Nous avons là une importante source du stress quotidien. Il suffit dans un environnement qu'une seule personne soit dans l'assertivité pour qu'une régulation s'opère. C'est justement parce que, dans notre entourage, les gens ne sont pas ainsi, qu'il est urgent que nous le soyons le plus possible. Peu importe notre imperfection, car chaque fois que nous y parvenons, c'est un peu de mieux-être et d'efficacité gagnée. Prétendre en savoir plus que les autres. Se prétendre proche de la perfection ne fait que développer un mépris pour autrui et produira à coup sûr l'inverse de l'effet attendu. Soyons simples, y compris avec nos défauts, et assumons-nous. C'est ce qui fait notre richesse. C'est ce qui fait que nous existons vraiment. Je vous renvoie pour cela au début de cet article, dans le paragraphe « Le leurre de la maîtrise de soi ». Cette attitude aura de l'impact dans le milieu professionnel. Dans les services d'accueil, nous aurons un accueil de qualité. Cette qualité donnera une image valorisée de la structure professionnelle où travaille l'argent. Dans le management, nous trouverons des cadres et des directeurs efficaces qui s'occupent plus de ressources humaines que de matériaux humains. Leurs équipes seront plus motivées, les informations échangées seront plus franches et plus claires. Les entretiens individuels gagneront en performance. Ils seront mieux orientés vers le partenariat et vers une critique constructive de ce qui est produit. Les échanges interservices seront de meilleure qualité, une conscience plus systémique diminuera les conflits, les réactions et permettra une meilleure conscience du rôle de chacun. Les réunions seront de véritables réunions, loin de la démotivante réunionnite. Chacun y sentira sa place, utile, et identifiera clairement le résultat auquel chacun aura contribué. Dans le sanitaire et social, nous aurons des informations et une écoute de qualité qui sera sécurisante pour les patients et beaucoup moins fatigante pour les soignants ou les travailleurs sociaux. Tout l'ensemble du monde professionnel y gagne, y compris le secteur commercial où l'on confond souvent, à tort, communication et manipulation. Cette tendance à la manipulation transforme hélas le côté noble du commercial en vil mercantilisme et nuit à l'image de la profession. Cette attitude aura de l'impact aussi dans notre environnement personnel. Notre vie extra-professionnelle en recueille également de nombreux bénéfices. S'il est important de mettre plus de vie dans son travail, cela l'est tout autant, sinon plus, dans son quotidien personnel ou familial.
Que de personnes en souffrance conjugale, que de parents en souffrance avec leurs enfants, et que d'enfants ne sachant comment se positionner avec leurs parents, que ces enfants soient petits ou adultes. Nombreuses sont les situations de la vie qui sont concernées par l'assertivité. Le couple y trouvera un mieux vivre où cessera le gaspillage de ce qui a fait la dimension de leur rencontre. Lire à ce sujet l'article de février 2001 sur la passion. Les parents, enfin libres de la culpabilité que malencontreusement la psychologie a trop souvent fait peser sur eux, pourront mieux accompagner leurs enfants tout en vivant leur vie d'homme et de femme. Les enfants comprendront mieux l'homme et la femme que sont leurs parents, ils développeront plus de responsabilité, d'affirmation de soi et de conscience d'autrui et se positionneront mieux dans l'évolution de leur vie. Nombreux sont aussi les bénéfices dans la vie sociale, que ce soit avec ses amis, avec ses voisins, dans les commerces, dans les loisirs, etc. Pour conclure, être dans l'assertivité, c'est être capable d'une véritable communication tant avec les autres qu'avec soi-même. C'est avoir parfaitement différencié la relation de la communication. Pour plus de détails sur ce sujet, lire sur le site le dossier Communication ou les ouvrages L'art d'être communicant pour le respect d'autrui et Chaleureuse rencontre avec soi-même pour le respect de soi. Être dans l'assertivité, c'est associer deux qualités qui semblaient autrefois contradictoires, affirmation de soi et respect d'autrui. Après avoir longtemps prôné l'une au détriment de l'autre, c'est enfin les réunir dans ce qui fonde une réelle efficacité et un réel confort de vie pour nous-mêmes comme pour autrui. Même si l'assertivité semble délicate à réaliser, elle est tout à fait accessible. Le but n'est pas la perfection, mais plus modestement une progression. Et de progrès en progrès, ce que nous vivons se trouve de plus en plus amélioré, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Vous trouverez sur le site des formations incluant ces notions d'assertivité. Je ne saurais trop vous recommander de rester en recherche de tout ce qui vous proposera un cheminement où l'autre et soi-même sont respectés. Que ce soit sur le net ou dans de multiples ouvrages ou dans des formations, rappelons-nous que nul ne peut prétendre avoir l'exclusivité du respect d'autrui dans l'affirmation de soi, pas plus qu'on ne peut avoir l'exclusivité de l'humain. Pour cela, il est important de rester libre de toute école de pensée et de se rapprocher de la vie sans jamais ne s'enfermer en rien, tout en restant ouvert à tout. Voilà, vous venez d'écouter le premier épisode de cette série de podcasts sur les articles de Thierry Tournebise. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur son site www.mayesthesie.com. En espérant que ça vous ait plu, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là et à bientôt.